L'Allemagne possédait une longue tradition d'espionnage politique bien avant qu'Adolf Hitler ne prononce son premier discours dans une brasserie. Lors de la Révolution de 1848, le roi Louis Ier de Bavière autorisa la surveillance systématique des opposants politiques dans les tavernes et les lieux de réunion. Lorsque l'Empire allemand fut créé en 1871, l'État prussien, qui couvrait 60% du territoire allemand, possédait déjà sa propre police politique. Le département 5, dirigé par Wilhelm Stieber, né à Merseburg le 3 mai 1818, issu de la classe moyenne, juriste de formation avant d'entrer dans la police. Stieber devint célèbre comme le maître espion de Bismarck. Dans ses instructions aux agents, Stieber écrivit quelque chose qui résonnerait des décennies plus tard. L'agent devait conserver une apparence bourgeoise ordinaire, établir la confiance dans les cercles où il opérait, faire croire qu'il n'était qu'un voisin parmi d'autres. C'était en essence le manuel de l'infiltration sociale moderne. Lorsque l'Empire s'effondra en 1918, le nouveau gouvernement démocratique de Weimar ne dissout pas la police politique prussienne. Il la renomma département Prom A, puis simplement département 1. En 1928, le ministre de l'Intérieur prussien la définit comme l'organisation chargée d'observer, de prévenir et de poursuivre toutes les infractions de nature politique. En 1930, elle comptait environ 1000 employés répartis dans les 44 districts administratifs de Prusse. La majorité de ces agents provenaient de la police criminelle ordinaire, des hommes formés pour enquêter, surveiller et recueillir des preuves. Cette donnée est essentielle pour comprendre ce qui allait suivre. La Gestapo n'a pas été inventée par les nazis. Elle a été héritée de la République de Weimar, renforcée par une idéologie et libérée de toute contrainte juridique. Sous la République de Weimar, cette police politique prussienne surveillait les communistes, mais aussi le parti nazi. Elle engagea au total 40 000 procédures contre des membres du parti avant 1933. Les discours de tous les dirigeants nazis étaient suivis de manière routinière. Il existait une commission spéciale chargée de surveiller les partis d'extrême droite. L'ironie de l'histoire est que les mêmes dossiers utilisés plus tard pour persécuter les opposants au nazisme avaient été initialement constitués pour surveiller les nazis eux-mêmes. L'incendie du Reichstag dans la nuit du 27 février 1933 changea tout. Marinus van der Lubbe, un communiste néerlandais de 22 ans, fut arrêté à l'intérieur du bâtiment parlementaire en flammes. Il n'a jamais été totalement établi s'il a agi seul ou si l'incendie faisait partie d'une conspiration nazie. Le général Franz Halder témoigna lors des procès de Nuremberg qu'il avait entendu Göring se vanter « Le seul qui sache vraiment ce qui s'est passé au Reichstag, c'est moi, parce que c'est moi qui y ai mis le feu. » L'historiographie ultérieure a débattu cette affirmation sans parvenir à une conclusion définitive. Ce qui est clair, en revanche, c'est ce qui s'est produit le lendemain. Le 28 février 1933, Hitler publia le décret de l'incendie du Reichstag, rédigé par Wilhelm Frick. Par un seul décret, toutes les libertés civiles garanties par la Constitution de Weimar furent suspendues pour la protection du peuple et de l'État. À partir de ce moment, toute personne pouvait être arrêtée et placée en détention préventive, Schutzhaft, sans accusation, sans avocat et sans limite de temps. Il n'existait aucune défense juridique possible. Le système qui permettrait la construction de la Gestapo était déjà en place. La première loi de la Gestapo, promulguée le 26 avril 1933 par Göring, établit officiellement la Geheime Staatspolizei, dont la mission était d'enquêter sur les activités politiques dans tout l'État constituant un danger pour l'État. Göring trouva le siège central, le numéro 8 de la Prinz-Albrecht-Straße à Berlin. C'est là que se trouverait le centre névralgique de la Gestapo de mai 1933 à 1945. Un bâtiment qui, avec le temps, se remplirait de cris étouffés par l'épaisseur des murs. La lutte pour le contrôle, Göring, Himmler et la guerre bureaucratique. 4 noms ont défini la création de la Gestapo. Hermann Göring et Rudolf Diels en Prusse, Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich en Bavière. Hermann Göring est né à Rosenheim le 12 janvier 1893, fils d'un officier de l'armée et ami de Bismarck. Expulsé de plusieurs écoles durant son adolescence, il trouva sa vocation dans les forces aériennes allemandes nouvellement créées en 1914.
Il devint un audacieux as de l'aviation de l'escadron d'élite du baron von Richthofen, le légendaire Baron Rouge, et obtint la Croix de fer de première classe ainsi que le Pour le Mérite, la plus haute distinction aéronautique. Après la guerre, il retourna à Munich sans emploi. À l'automne 1922, il entendit Hitler dans une brasserie et rejoignit le parti nazi. Il participa au putsch de Munich de 1923, reçut 2 blessures par balle, développa une grave dépendance à la morphine qui le conduisit brièvement dans un hôpital psychiatrique, puis passa plusieurs années à l'étranger avant de revenir dans la politique allemande comme principal conseiller de Hitler au début des années 1930. Lorsque Göring fut nommé ministre de l'Intérieur de Prusse, il établit immédiatement une relation étroite avec Rudolf Diels, chef de la police politique prussienne. Diels était un fonctionnaire et administrateur expérimenté, flexible et opportuniste. Dans ses mémoires biaisés, il minimisait son passage soudain du soutien à la République de Weimar à l'adhésion enthousiaste au nazisme. Dans un curriculum vitae de 1935, Diels décrivait comment il était devenu fortement impliqué dans le développement de la Gestapo, affirmant qu'à partir de 1930, il s'était consacré à la lutte contre le communisme. C'était, en quelques mots, un technicien du système prêt à servir celui qui gouvernait. Le 22 février 1933, Göring signa un décret permettant aux membres des SA de rejoindre la police comme force auxiliaire. En quelques semaines, les uniformes bruns dépassaient en nombre les policiers professionnels dans un rapport de 7 contre 1. Le résultat fut une vague de terreur. Les SA organisèrent des rafles brutales, emprisonnèrent des milliers de communistes dans ce que l'on appela bientôt les camps de concentration sauvages, des entrepôts abandonnés, des baraquements délabrés où les prisonniers étaient torturés et souvent assassinés sans aucune procédure légale. Diels estima qu'entre 5 et 7 000 opposants politiques furent tués durant la première année du régime nazi. Alors que Göring construisait sa Gestapo en Prusse, en Bavière se déroulait un processus parallèle et potentiellement plus dangereux pour l'autonomie de Göring. Heinrich Himmler est né le 7 octobre 1900 à Munich, au sein d'une famille catholique de la classe moyenne. Son père était tuteur à la cour de la monarchie bavaroise. Heinrich fut élevé dans une discipline stricte, allait régulièrement à l'église et élevait des poulets dans une petite ferme familiale à Landshut, qu'il tuait chaque jour de ses propres mains, en les étranglant, avant de commencer à lire des pamphlets sur le nationalisme allemand. Il entra au parti nazi en 1923, participa au putsch de Munich et échappa aux poursuites. Le 6 janvier 1929, Heinrich Himmler devint chef des SS, la petite garde personnelle d'élite de Hitler, qui ne comptait alors qu'environ 52 000 membres. C'était un bourreau de travail, commençant ses journées à 8 heures du matin et poursuivant parfois après minuit. Il était méticuleux dans toute la documentation. Aucun dirigeant nazi n'écrivait des rapports aussi convaincants que Himmler. Pour renforcer son organisation de sécurité, Himmler nomma à la tête du renseignement un homme extraordinaire et extrêmement dangereux, Reinhard Heydrich. Heydrich naquit le 7 mars 1904 à Halle, en Saxe. Grand, blond, athlétique, pianiste et violoniste talentueux, excellent escrimeur et nageur. Son père, Richard, était un célèbre chanteur d'opéra et un nationaliste fervent. Reinhard s'engagea dans la marine en 1922, devint lieutenant, mais fut expulsé en 1931 à la suite d'un scandale. La fille d'un directeur d'IG Farben tomba enceinte de lui et il refusa de l'épouser, ce que le tribunal d'honneur de la marine considéra comme une honte pour l'institution. Sa nouvelle compagne, Lina von Osten, le mit en contact avec le parti nazi. Lina se souvenait plus tard que lorsqu'Heydrich rejoignit le parti en 1931, il n'avait même pas lu Mein Kampf de Hitler. Il fut rapidement recruté par Himmler, qui voyait en lui l'officier d'élite idéal, énergique, loyal, efficace, implacable et audacieux. En 1932, Himmler et Heydrich créèrent le service de sécurité des SS, le Sicherheitsdienst SD, destiné à surveiller et arrêter les ennemis politiques et raciaux. C'est là que se trouvait la division qui allait longtemps marquer le conflit interne du système de sécurité nazi. Hermann Göring et Rudolf Diels contrôlaient la Gestapo en Prusse. Himmler et Heydrich contrôlèrent la police politique en Bavière et progressaient systématiquement vers les autres États allemands.
Entre septembre 1933 et janvier 1934, Himmler prit le contrôle des forces de police politique à Hambourg, Lübeck, Mecklembourg-Schwerin, Anhalt, Bade, Brême, Hesse, Thuringe et Württemberg. Il ne restait plus que la Prusse et 2 petits enclaves mineurs. Sur leur route se trouvait un troisième homme, Ernst Röhm, le chef bruyant et querelleur des SA. Röhm naquit à Munich le 28 novembre 1887, fils d'un employé des chemins de fer. Il avait combattu durant la Première Guerre mondiale, reçu la Croix de fer de première classe et portait une cicatrice sur la joue gauche qui lui donnait un aspect menaçant permanent. Il était petit, trapu et ne cachait pas son homosexualité, illégale en Allemagne à l'époque selon l'article 175 du Code pénal. En 1932, les journaux sociaux-démocrates publièrent des lettres dans lesquelles Röhm confessait ses sentiments homosexuels à son médecin, le docteur Karl Günther Heimsott. Ces lettres furent divulguées par Rudolf Diels, chef de la police politique prussienne, dans un geste de tactique bureaucratique annonçant les guerres internes à venir. Röhm voulait que les SA absorbent l'armée régulière et contrôlent également le nouveau corps de police politique. Ces ambitions menaçaient à la fois le pouvoir de Göring sur la Gestapo et celle de Himmler. Plus directement encore, elles menaçaient l'armée professionnelle allemande, dont Hitler avait besoin du soutien pour survivre politiquement. La solution arriva à l'aube du 30 juin 1934. La nuit des longs couteaux, le baptême de sang de la Gestapo. Le 30 juin 1934 à 4h30 du matin, Adolf Hitler atterrit à l'aérodrome d'Oberwiesenfeld, près de Munich. Il conduisait un convoi de véhicules remplis de gardes SS lourdement armés vers l'hôtel Hanselbauer à Bad Wissee, une station thermale au sud de Munich où Ernst Röhm et son entourage dormaient. L'hôtel était silencieux à leur arrivée. Hitler monta lui-même l'escalier. Il entra d'abord dans la chambre d'un chef des SA nommé Heines et le surprit au lit avec un jeune homme de 18 ans. Puis il entra dans la chambre de Röhm, accompagné de 2 gardes, et cria « Vous êtes arrêtés !» Les détenus furent conduits à la célèbre prison de Stadelheim à Munich. Le lendemain, dans la cellule numéro 474, un revolver fut déposé sur la table à côté du lit de Röhm. C'était une invitation à choisir la voie honorable. 10 minutes passèrent. Silence. L'officier SS Theodor Eicke entra dans la cellule avec un autre agent armé. Röhm, en sueur, se déshabilla jusqu'à la taille et se leva dans une posture de défi. Ils lui tirèrent plusieurs balles dans le torse. Il mourut en quelques secondes. À Berlin, Hermann Göring, Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich opéraient avec une froideur de gangsters. Ce matin-là, des SS frappèrent à la porte du général Kurt von Schleicher, ancien chancelier, dans le quartier aisé de Neubabelsberg à Berlin. Quand la domestique ouvrit, les hommes forcèrent l'entrée, trouvèrent le général dans le salon et le criblèrent de balles. Sa femme tenta de le protéger, elle fut également assassinée. Leur fille de 12 ans trouva ses parents morts sur le tapis du salon en rentrant de l'école. Le nazi radical Gregor Strasser fut conduit au quartier général de la Gestapo, Prinz Albrecht Strasse. Lors des procès de Nuremberg, l'agent Hans Gisevius décrivit ce qui s'était passé. Un officier SS s'approcha de la cellule et appela Strasser. L'homme sortit lentement. 1 minute plus tard, un coup de feu retentit. L'officier SS lui avait tiré dans le dos. Le projectile atteignit l'artère principale. Un filet de sang éclaboussa le mur de la petite cellule. Strasser ne mourut probablement pas immédiatement. Un prisonnier de la cellule voisine l'entendit jurer pendant près d'1 heure. Personne n'y prêta attention. Finalement, Gisevius entendit des pas dans le couloir et la voix de Reinhard Heydrich disant « Il n'est pas encore mort, laissez ce porc se vider de son sang ». La nuit des longs couteaux prit fin dans l'après-midi du 1er juillet 1934. Adolf Hitler présenta personnellement les assassinats au Reichstag le 13 juillet comme des mesures indispensables à la défense nationale. Le Reichstag les ratifia rétroactivement. Le nombre exact de morts ne fut jamais établi. Le discours de Hitler évoqua 74 victimes. Le livre blanc, rédigé par des dissidents allemands à Paris, en compta 401, mais n'en identifia que 116 par leur nom. Le tribunal de Nuremberg ne donna pas de chiffres précis. Ce qui devint clair, en revanche, fut le résultat politique.
les SA furent réduites à l'insignifiance. Leur effectif passa de 2,9 millions en août 1934 à 1,2 million en avril 1938. Heinrich Himmler et les SS avaient éliminé leur principal rival. La voie était désormais dégagée. Le 20 avril 1934, Hermann Göring nomma Himmler inspecteur de la Gestapo prussienne. Reinhard Heydrich, qui dirigeait déjà le SD, prit le contrôle du Gestapa, la section administrative centrale. Göring conserva le titre purement honorifique de chef de la police secrète d'État, mais les SS contrôlaient désormais entièrement l'organisation. La révolution policière de Himmler était en marche. Le 10 février 1936, la troisième et plus importante loi de la Gestapo, élaborée par Werner Best, décréta que l'organisation ne pouvait être soumise à aucun tribunal judiciaire ni administratif. Elle devenait une force au-dessus de la loi, à tous les égards possibles. Et le 17 juin 1936, Adolf Hitler signa le décret faisant de Himmler le chef de la police allemande. La révolution policière était achevée. Le 27 septembre 1939, toutes les structures furent fusionnées au sein de l'Office central de sécurité du Reich, la Reich Main Security Office, qui unifia la Gestapo, la Kripo, l'Orpo et le SSD en une seule autorité centralisée. La Gestapo, qui en 1933 se limitait à la Prusse, était désormais la police secrète de toute l'Allemagne nazie et allait bientôt étendre son emprise à toute l'Europe. Le bâtiment de la terreur, structure, organisation et siège central. Imaginons un bâtiment de 4 étages situé Prinz Albrecht Straße, numéro 8 à Berlin central. Avant 1933, il abritait l'école des arts et métiers. Ces salles avaient accueilli des expositions de design industriel, des débats académiques, des étudiants portant des portefeuilles sous le bras. Après mai 1933, les sous-sols du même bâtiment abriteraient des cellules d'interrogatoire où les prisonniers entendaient les pas dans le couloir comme un compte à rebours vers le néant. Le Reich Main Security Office, installé à partir de 1939, divisa la Gestapo en 6 sections principales. La section I5A s'occupait des ennemis politiques de l'Allemagne, marxistes, communistes, réactionnaires, libéraux. La section IFB surveillait les activités politiques des églises, des sectes religieuses, des juifs et des francs-maçons. La section A5C traitait les ordres de détention préventive. La section IFD supervisait les territoires occupés. La section IVE étudiait l'espionnage intérieur et extérieur. La section IVF contrôlait la police des frontières, les passeports et l'identification des étrangers. Au siège central de Berlin travaillaient 1500 employés. Mais la réalité dans les villes était très différente. Dans toute l'Allemagne, la Gestapo n'a jamais dépassé 16 000 agents actifs à aucun moment de son histoire. En 1933, elle ne comptait qu'1 millier d'employés. En 1937, 6 500. En 1939, au début de la guerre, 15 000. Le pic de 32 000 employés, en comptant le personnel administratif, fut atteint fin 1944, alors qu'il était déjà trop tard pour tout. Pour surveiller en permanence 66 millions d'Allemands, la Gestapo aurait eu besoin de ressources qu'elle n'a jamais eues. Alors, comment fonctionnait-elle réellement? Les bureaux locaux de la Gestapo souffraient d'un manque chronique de personnel. À Cologne, avec 750 000 habitants, il n'y avait que 69 agents en 1942. Dans les petites villes rurales, il n'y avait souvent personne. Un agent de la Gestapo pouvait avoir des centaines d'affaires simultanément. Le système ne pouvait pas reposer uniquement sur la surveillance active. Il avait besoin d'autre chose. Il avait besoin que les citoyens se surveillent entre eux. La structure administrative de la Gestapo était pyramidale. Au sommet se trouvait Heinrich Müller, chef de l'organisation de 1936 à 1945. Né à Munich en 1900, fils d'un policier issu d'une famille ouvrière catholique. Il quitta l'école avant d'avoir terminé ses études. Ses bulletins scolaires le décrivaient comme moyen dans toutes les matières. Il avait un fort accent ouvrier munichois qu'il n'a jamais essayé de dissimuler. Il fut apprenti métallurgiste à l'entreprise bavaroise d'aviation avant d'entrer dans la police en 1918. Il n'avait que 36 ans lorsqu'il devint chef de la Gestapo pour toute l'Allemagne. Heinrich Müller n'était pas nazi par conviction.
Rudolf Hess déclara à Nuremberg que Müller manquait d'engagement politique. Il n'adhéra au parti nazi qu'en 1939 et uniquement pour des raisons professionnelles. Un rapport confidentiel de 1937 indiquait que si sa mission avait été de combattre la droite plutôt que la gauche, il l'aurait fait avec la même énergie et la même efficacité. Il était le technocrate parfait de la terreur. Sous Müller, les chefs de département des sections centrales avaient des profils étonnamment similaires, nés entre 1894 et 1903, titulaires de diplômes universitaires en droit, issus de la classe moyenne, avec une expérience préalable dans la police criminelle de la République de Weimar. Dans la section Proma 5A, chargée de combattre l'opposition communiste, presque aucun n'était membre actif du parti nazi avant 1933. Un seul l'était, Horst Kopkov. Puis il y avait Adolf Eichmann, né en 1906 à Solingen, en Rhénanie, élevé à Linz en Autriche, la même ville où Hitler avait vécu son adolescence. Son père, Karl, était propriétaire d'une entreprise minière prospère. Adolf quitta l'école sans terminer ses études. Dans les années 1920, son père utilisa ses contacts pour lui obtenir des emplois dans l'industrie électrique et comme vendeur d'huile. L'entreprise familiale fit faillite pendant la Grande Dépression. En 1932, Eichmann rejoignit le parti nazi autrichien. Il travailla ensuite à Dachau, puis devint un conseiller clé sur les questions juives au sein du SD. Son efficacité bureaucratique attira l'attention de Himmler. Entre 1938 et 1940, il organisa la déportation des Juifs autrichiens et tchèques vers la Pologne. Il fut promu chef de la section 4B4, responsable de la question juive, d'où il organiserait plus tard le transfert de tous les Juifs d'Europe vers les camps de la mort. Dans les bureaux régionaux, les directeurs étaient typiquement de jeunes diplômés en droit, souvent docteurs, âgés de moins de 40 ans. En 1938, 87% des directeurs régionaux possédaient une licence en droit et près de la moitié avaient un doctorat. Ils ressemblaient davantage à un corps universitaire qu'à un service de police. L'expérience policière devenait de moins en moins importante pour les promotions. Ce qui comptait, c'était le diplôme universitaire et la loyauté idéologique démontrée. Les agents de base étaient très différents, issus de la classe ouvrière ou de la petite classe moyenne. Ils avaient quitté l'école à 16 ans sans qualification et presque aucun n'avait de diplôme universitaire. On estime que 50% des agents ordinaires de la Gestapo en 1939 étaient des policiers de carrière issus de la période de Weimar. Ce contraste est fondamental. Le sommet de la Gestapo était idéologiquement engagé et intellectuellement brillant. La base était pragmatique et professionnelle. Et les deux groupes fonctionnèrent selon une logique simple. Les dirigeants définissaient les objectifs idéologiques. Les agents les exécutaient avec les méthodes du détective criminel classique. Les méthodes: interrogatoire, détention préventive et torture. Chaque affaire de la Gestapo suivait une procédure établie qui, en théorie, était étonnamment bureaucratique. D'abord arrivait la dénonciation, par courrier, par téléphone, en personne, parfois anonymement. Le chef du service local examinait l'accusation. Si elle méritait une enquête, un agent était désigné. L'agent recueillait des informations, organisait si nécessaire l'arrestation du suspect et procédait aux interrogatoires. Un ordre de détention temporaire était émis, permettant de retenir le suspect pendant 10 jours avant toute inculpation. Une détention préventive, formelle, exigeait des charges concrètes et devait être validée par le procureur désigné, parfois aussi par le siège central de Berlin. Toute personne arrêtée était fichée et photographiée par la police. Chaque dossier était attribué à un seul individu, même en cas de plusieurs personnes impliquées. La couverture du dossier contenait le nom, la date et le lieu de naissance, l'adresse, l'état civil, la religion, les condamnations antérieures, le service militaire, ainsi que les périodes passées en prison ou en camp. Le corps du dossier comprenait le procès-verbal d'interrogatoire et les témoignages de tous les témoins impliqués. Beaucoup de dossiers comptaient des centaines de pages. Chacun était constitué avec l'hypothèse implicite qu'il pouvait finir devant un tribunal. Le cœur de l'enquête était l'interrogatoire. C'est ici que la théorie et la pratique divergeaient de manière dramatique. Le manuel officiel de la Gestapo recommandait des techniques d'enquête applicables,
lors des interrogatoires, une formulation volontairement vague laissant la porte ouverte à la violence. La punition la plus couramment autorisée officiellement était l'application de jusqu'à 25 coups de bâton de bambou sur les fesses, en présence d'un médecin. Ainsi s'en souvenait Jeanne Valtin, militant communiste. Il reçut des coups si violents dans le dos que sa chemise fut trempée de sang. Mais les victimes survivantes décrivaient des méthodes bien pires qui n'apparaissaient jamais dans les documents officiels. La torture par immersion dans l'eau plongeait le prisonnier dans une baignoire d'eau glacée jusqu'à frôler l'asphyxie, la privation prolongée de sommeil, l'application de courants électriques sur les mains, l'anus et les organes génitaux, l'écrasement des testicules avec un outil semblable à un pressail, la suspension des prisonniers par les bras pendant de longues périodes jusqu'aux aveux, la brûlure des doigts avec des allumettes allumées. Maria Grimm, détenue à Berlin, observa en octobre 1942 l'arrivée de Mildred Harnack sur une civière après l'un de ses interrogatoires approfondis. Mildred Fish, née en 1902 à Milwaukee dans le Wisconsin, était membre du réseau de résistance socialiste connu sous le nom d'Orchestre Rouge. On l'amena sur une civière, respirant à peine. 2 officiers de la Gestapo la soulevèrent en lui disant « Vous vous sentez mieux, Madame Harnack ?» Puis l'emmenèrent pour poursuivre l'interrogatoire. On la ramena sur une civière. Elle tenta de saisir une couverture mais s'effondra. Le ministère de la Justice envoyait fréquemment des circulaires aux agents de la Gestapo, les avertissant que des sanctions pénales sévères seraient imposées si des prisonniers étaient maltraités pendant la détention. Ces circulaires coexistaient avec les instructions relatives aux interrogatoires approfondis et avec la connaissance générale qu'il n'y avait pas d'affaire sans aveu. Le résultat était une pratique systématique de torture qui n'apparaissait jamais dans les documents, mais dont les traces étaient visibles sur les corps. La décision finale concernant le sort d'un détenu était plus complexe que ne le suggère le mythe populaire. La majorité des cas ne finissaient pas dans un camp de concentration. Beaucoup étaient classés sans suite. Certains aboutissaient à des avertissements, d'autres à des amendes ou de courtes peines de prison. Seuls les cas considérés comme graves par la Gestapo, communistes actifs, opposants religieux systématiques, personnes ayant un historique de résistance, étaient orientés vers le système des camps. L'envoi en camp était une mesure de dernier recours, du moins durant la première moitié de la période nazie. Cette relative modération avait une fonction: maintenir une apparence de légalité et donner à l'organisation une image fiable aux citoyens allemands ordinaires qui coopéraient avec elle. Si la Gestapo avait envoyé en camp de concentration toute personne dénoncée, la population aurait rapidement cessé de dénoncer par peur de conséquences imprévisibles. Le système de dénonciation, quand les citoyens deviennent une arme, c'est le cœur du fonctionnement réel de la Gestapo, le mécanisme qui lui permettait d'opérer avec si peu de moyens, la dénonciation entre citoyens. On estime que 26% des affaires de la Gestapo ont commencé par une dénonciation spontanée d'un membre de la société civile. Seulement 15% provenaient d'opérations de surveillance directe de l'organisation. Le reste venait d'autres sources institutionnelles: rapports de la police ordinaire, dénonciations de fonctionnaires du parti, communications d'employeurs ou de directeurs de prison. Les dénonciateurs provenaient d'une grande variété de milieux sociaux, mais les classes moyennes inférieures et les classes ouvrières étaient les plus représentées. Les professionnels des classes moyennes représentaient moins de 10% des dénonciateurs. Environ 80% étaient des hommes qui contactaient la Gestapo après avoir observé des incidents sur leur lieu de travail ou dans leurs loisirs. Les femmes représentaient 20% de toutes les dénonciations et accusaient généralement des maris, des proches ou des voisins dans des contextes domestiques. Une étude de 213 dénonciations issues des archives de Düsseldorf a montré que 37% correspondaient à des personnes dénonçant quelqu'un pour résoudre un conflit personnel. La Gestapo était ainsi utilisée comme outil de vengeance dans des disputes de voisinage, des conflits professionnels, des querelles de couple et des rivalités commerciales.
La base légale de la dénonciation était le décret pour la protection du mouvement national-socialiste contre les attaques malveillantes contre le gouvernement de mars 1933, qui criminalisait toute déclaration factuelle inexacte ou exagérée si elle pouvait causer de graves dommages au bien-être du Reich. En pratique, cela transformait toute critique du régime, toute blague politique ou tout commentaire défaitiste en accusation criminelle potentielle. En septembre 1939, une nouvelle loi interdit d'écouter les radios étrangères. Cette infraction était punie de prison et, dans les cas les plus graves, de la peine de mort. Les émissions en allemand de la BBC étaient accessibles à toute la population. Au premier semestre 1940, 2197 personnes furent arrêtées pour ce délit. Dans 70% des cas, la dénonciation venait d'un voisin, d'un membre de la famille ou d'un collègue de travail. Les dossiers conservés aux archives de Düsseldorf et de Würzburg révèlent la mécanique intime de ce système. Friedrich Weltbach, ouvrier dans une usine de cuivre à Duisbourg, dénonça son contremaître Heinrich Veit en septembre 1933 parce qu'il refusait de faire le salut nazi et tenait des propos critiques sur le régime. Veit fut envoyé dans un camp de concentration local. Le frère de Veit engagea un avocat et mobilisa des témoignages de citoyens respectables décrivant Heinrich comme un patriote de la vieille école. La Gestapo le libéra sans inculpation après qu'il eut signé une déclaration promettant de ne pas agir contre la volonté de l'État. Frau Hoff déclara à la Gestapo en mai 1939 que son mari tenait des propos négatifs sur le régime et était politiquement de gauche. L'enquête révéla qu'elle voulait en réalité se débarrasser de lui pour poursuivre une liaison avec un jeune soldat. La Gestapo reconnut le motif personnel, classa l'affaire, infligea une amende de 10 Reichsmark au mari pour possession d'armes non autorisées et clôtura le dossier. À Krefeld, le 15 décembre 1941, Céline Winter se fut dénoncée par un parent qui l'avait vue en possession d'une copie du sermon de l'évêque Clemens von Galen contre l'euthanasie nazie. Céline avait 68 ans et s'avéra être une fervente partisane du régime nazi, approuvant elle-même l'euthanasie. La Gestapo la relâcha sans inculpation lorsqu'elle comprit sa position. Et en novembre 1941, Peter Holdenberg, un libraire handicapé de 63 ans vivant seul au 3e étage à Essen, fut dénoncé par 3 voisines qui affirmaient l'avoir entendu, à travers le mur mitoyen, écouter les émissions de la BBC et de Radio Moscou. Holdenberg nia tout. 3 autres témoins firent des déclarations contradictoires. Le lendemain de son arrestation, Holdenberg tenta de se pendre dans sa cellule. On le trouva vivant et il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Il mourut le lendemain. Le système de dénonciation comportait un élément supplémentaire qui amplifiait son efficacité, les chefs de bloc, Blockleiter, responsables de la surveillance de 40 à 60 foyers chacun. Ils tenaient des fiches sur tous les résidents, affiliation au parti, état civil, données professionnelles. Ils notaient quelles familles plaçaient des drapeaux nazis sur leur façade et lesquelles ne le faisaient pas, s'ils participaient aux défilés et rassemblements. Ingeborg Tismer, habitante de Berlin, s'en souviendrait des décennies plus tard. Nous ne savions jamais quand le chef de bloc allait apparaître pour fouiller. Nous savions seulement qu'il finirait par venir. Le 28 octobre 1942, le chef de bloc Max Reich, 37 ans, vit un graffiti dans des toilettes publiques de Berlin. Hitler, assassin de masse, doit être tué pour mettre fin à la guerre. En y retournant quelques jours plus tard, il surprit le vieil Wilhelm Lem, 73 ans, en train d'écrire à la craie dans une cabine. Il le dénonça. Le 8 mars 1943, Lem fut condamné à mort par le tribunal du peuple. Il fut exécuté le 10 mai de la même année. Le système n'avait pas besoin que la Gestapo voie tout. Il suffisait que chaque citoyen craigne que son voisin puisse voir. Les premiers ennemis. La chasse aux communistes. Les communistes furent la première cible systématique de la Gestapo et le groupe qui subit la persécution la plus brutale durant les premières années du régime nazi. En janvier 1933, le Parti communiste allemand, le KPD, était le plus grand parti communiste en dehors de l'Union soviétique.
Il comptait 360 000 membres officiels, avec un âge moyen de 30 ans. Ernst Thälmann, son leader charismatique, était un homme du peuple qui trouvait un écho dans les quartiers ouvriers de Berlin, Stuttgart, Hambourg, Cologne, Düsseldorf et Mönchengladbach. Aux élections de novembre 1932, le KPD obtint 37,7% des voix dans les principales zones industrielles. La nuit de l'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, 10 000 communistes furent arrêtés. Rien qu'en 1933, on estime que 60 000 communistes furent envoyés dans des camps ou des prisons et qu'environ 2 000 furent assassinés. Le 14 juillet 1933, le KPD fut officiellement interdit. Cependant, il ne fut pas dissous. La direction du parti ordonna à ses militants de poursuivre la résistance clandestine. L'arme principale était la parole écrite, journaux, publications, tracts. En 1934, la Gestapo confisqua 1 238 202 tracts communistes. En 1935, 1 670 300 de plus. Le journal clandestin Rotfahne, drapeau rouge, continua à paraître illégalement entre 1933 et 1945. Le 13 octobre 1933, la diffusion de littérature de trahison devint un crime passible de la peine de mort, de la prison à perpétuité ou de 15 ans de prison. Ernst Thälmann, arrêté le 3 mars 1933, fut placé en isolement, soumis à des interrogatoires répétés et victime de nombreuses violences dans diverses prisons et camps de concentration. Le 18 août 1944, 11 ans après son arrestation, il fut fusillé sur ordre personnel de Hitler au camp de concentration de Buchenwald. La résistance communiste s'épuisa lentement. En octobre 1935, sur les 422 responsables clés du KPD en fonction lors de l'arrivée de Hitler au pouvoir, 219 étaient détenus, 125 avaient fui en exil, 24 avaient été assassinés et 42 avaient quitté le parti. Seuls 12 étaient encore en liberté. On estime que cette année-là, seulement 10% des 360 000 membres initiaux du KPD participaient encore activement à des activités clandestines. Jacob Zorn, l'un des dirigeants du parti arrêté en 1934 et libéré en 1937, décrivit avec précision le déclin de la résistance. « Je voyais à quel point elle avait diminué. Le nombre de victimes était énorme. Les pertes subies par le parti, par l'antifascisme en général, avaient affaibli la résistance. La Gestapo démantela les réseaux communistes grâce à un mélange de surveillance active, d'infiltration d'informateurs et, comme déjà mentionné, de collaboration de la population. Rudolf Gogel, chef d'un syndicat communiste d'employés de bureau, décrivit les résultats obtenus lorsqu'on tenta de recruter des membres mécontents des SA après la nuit des longs couteaux. Les militants du KPD furent dénoncés un par un par les hommes des SA avec lesquels ils avaient naïvement noué des liens d'amitié. Les statistiques des arrestations parlent d'elles-mêmes. 11 678 communistes arrêtés en 1936. En 1937, ce chiffre tomba à 8 068. En 1938, à 3 800. La résistance organisée était systématiquement détruite. Le cas d'Eva Buch, né à Berlin en 1921, résume ce que signifiait être communiste dans ce système. Étudiante en langues étrangères à l'université Humboldt, Eva faisait partie du groupe de résistance socialiste Schulze-Boysen-Harnack, que la Gestapo appelait l'Orchestre Rouge. Le 10 octobre 1942, elle fut arrêtée après qu'il fut découvert qu'elle avait rédigé et traduit un tract appelant les travailleurs français déportés au travail forcé à résister au régime nazi. Lorsque l'agent qui l'interrogeait lui proposa un marché si elle dénonçait ses compagnons, elle répondit « Cela ferait de moi une personne aussi mesquine et dépravée que vous voulez me faire paraître. » Elle fut condamnée à mort. Le jour de son exécution, elle écrivit à ses parents « Je regrette de ne pas avoir pu vous épargner cette terrible peine, mais il est bon que cela finisse ainsi. Maintenant, tout est calme et paix. » La guerre raciale, les asociaux et la terreur eugéniste.
À partir du milieu des années 1930, la Gestapo élargit sa définition de l'ennemi, au-delà des adversaires politiques et religieux, pour inclure ce que les nazis appelaient les marginaux sociaux, une catégorie suffisamment vaste pour englober presque toute personne ne correspondant pas à l'image idéalisée de la communauté nationale. En 1937, Reinhard Heydrich définit le rôle de la police de sécurité en termes explicitement raciaux. La police devait protéger le peuple allemand comme un être total, sa force vitale et ses institutions de toute forme de destruction et de désintégration. L'eugénisme, cette pseudo-science qui prétendait améliorer la race humaine par la reproduction sélective, devint une politique d'État. Le 14 juillet 1933 fut promulguée la loi pour la prévention de la descendance atteinte de maladies héréditaires. Elle entra en vigueur le 1er janvier 1934. Elle autorisait la stérilisation obligatoire des personnes atteintes de déficience mentale congénitale, de schizophrénie, de psychose maniaco-dépressive, d'épilepsie, de la maladie de Huntington, de cécité héréditaire, de surdité ou de handicap physique grave. Les alcooliques chroniques y étaient également inclus. Les estimations du nombre total de personnes stérilisées dans l'Allemagne nazie varient entre 350 000 et 400 000. Environ 5 000 femmes sont mortes de complications post-opératoires liées à la procédure complexe de ligature des trompes. Le 24 novembre 1933, la loi contre les criminels de carrière dangereux permit la détention préventive illimitée pour toute personne ayant été condamnée 2 fois pour n'importe quel délit. Entre 1934 et 1939, 1808 prisonniers furent castrés de force. Environ 70% étaient des pédophiles condamnés. Les criminologues nazis présentaient ces politiques comme des succès. Ils affirmaient que le taux de récidive des crimes sexuels était inférieur à 5%. En mars 1937, la Kripo organisa de vastes rafles contre les délinquants récidivistes. Résultat, 2752 personnes arrêtées, dont 938 cambrioleurs, 741 pickpockets, 495 agresseurs sexuels et 426 escrocs. Seuls 372 furent libérés. 68 moururent en prison. L'expérience la plus macabre de l'eugénisme appliqué fut celle des familles de Aschud, à Brême. En 1936, les autorités créèrent un quartier fermé et surveillé pour des familles considérées comme asociales. 84 maisons en béton et en fer, résistantes au vandalisme, avec toutes les entrées principales visibles depuis une tour de surveillance gardée par des hommes armés. Une double haie dissimulait une clôture de barbelés sur le périmètre. Le coût s'éleva à 600 000 Reichsmark. Les familles sélectionnées avaient des antécédents d'alcoolisme, de vandalisme et de délits mineurs. Les hommes étaient contraints aux travaux forcés, les femmes à de longues journées de nettoyage domestique et les enfants fréquentaient une garderie interne sous surveillance stricte. En juillet 1940, les installations furent fermées. Seules 59 des 84 familles avaient suffisamment progressé pour pouvoir retourner dans la communauté. 18 furent classées comme absolument non réformées. L'expérience était trop coûteuse et ne fut jamais répétée ailleurs. Les adolescents allemands n'échappaient pas non plus au système. Les Edelweiss Pirates, groupe de jeunes âgés de 14 à 19 ans issus des quartiers ouvriers de Cologne, Düsseldorf, Essen, Wuppertal et Duisbourg, représentaient une forme de résistance culturelle qui irritait profondément le régime. Ils portaient des shorts, des pulls blancs, les cheveux longs et des couteaux dans leurs chaussettes. Ils attaquaient des membres des jeunesses hitlériennes dans les transports urbains. Ils peignaient des graffitis anti-nazis sur des bâtiments publics. En décembre 1942, la Gestapo organisa des rafles dans toute la région de Rhénanie. 283 jeunes arrêtés à Düsseldorf, 260 à Duisbourg, 196 autres à Essen et Wuppertal. Le 10 novembre 1944, la Gestapo de Cologne arrêta et pendit publiquement 13 membres des Edelweiss Pirates dans le quartier d'Ehrenfeld. Une démonstration de force calculée pour dissuader tout autre acte de résistance. Les Sinti et les Roms subirent une persécution particulièrement systématique. En 1933, ils étaient environ 28 000 dans le Troisième Reich.
Le docteur Robert Ritter, né à Aix-la-Chapelle en 1901 et titulaire d'un doctorat en psychologie, construisit un appareil académique de persécution. Il interrogea des milliers de tziganes entre 1936 et 1940, constitua des dossiers détaillés qui se révélèrent d'une valeur inestimable pour les déporteurs et conclut que les tziganes, métissés, vivant en zone urbaine, avaient contaminé leur sang arien. Le décret du Heinrich Himmler du 8 décembre 1938 ordonna de combattre la peste tzigane en termes de caractéristiques internes de cette race. Le 16 décembre 1942, Heinrich Himmler ordonna la déportation massive des tziganes vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. La déportation commença le 1er mars 1943. Sur les 28 627 tziganes vivant initialement en Allemagne et en Autriche, on estime qu'environ 15 000 survécurent. La persécution des Juifs, du boycott aux déportations. Le 11 mars 1933 à 11 h du matin, Ludwig Förder, avocat juif, se trouvait dans son bureau du bâtiment principal du tribunal de Breslau lorsqu'on enfonça la porte à coups de pied. 2 hommes corpulents des SA firent irruption en criant « Juifs, dehors !» Un officier des SA frappa Förder à la tête, près des cicatrices de ses blessures de la Première Guerre mondiale. Il demanda au juge présent « Est-il juif ?» Le vieux juge répondit « Oui, c'est un avocat juif. » L'officier se tourna vers ses hommes. « Faites sortir le juif d'ici. » Förder décrivit plus tard ce qui s'était passé. À la question du juge sur l'autorité à laquelle déposer une plainte, Förder répondit « Je crains qu'il ne reste plus aucune autorité de ce genre. » Il avait raison. En 1933, 525 000 juifs vivaient en Allemagne. Entre 1871 et 1931, ils n'avaient jamais représenté plus de 1,09% de la population. Ils étaient profondément intégrés. 15% des juifs étaient mariés à des non-juifs en 1905. En 1933, ce chiffre était passé à 44%. Pendant la Première Guerre mondiale, 100 000 juifs furent enrôlés. 70 000 servirent au front, 30 000 reçurent des décorations, 12 000 furent tués. Klaus Moser, fils d'un banquier juif né en 1922, s'en souviendra ainsi. « Si quelqu'un avait demandé à mon père ou à ma mère en 1930 ou 1931, « Et toi, qu'est-ce que tu es ?» ils auraient répondu « Allemand. Mon père a servi pendant la Première Guerre mondiale. Il a reçu la croix de fer. Mes parents n'auraient jamais renié leur judaïsme, mais ils étaient d'abord allemands. » La persécution fut un processus progressif et cumulatif. Le 1er avril 1933 eut lieu un boycott national des commerces juifs. Sur les façades, des hommes des SA tenaient des pancartes. « Quiconque achète chez les Juifs trahit le peuple ». Des lois exclurent les Juifs de la fonction publique, de la profession juridique, des écoles secondaires et des universités. Le journal violemment antisémite Der Stürmer était affiché sur les colonnes publicitaires de toutes les villes, avec des caricatures physiquement répulsives en première page. Contrairement à l'idée reçue durant les 2 premières années du gouvernement d'Hitler, la persécution des Juifs respectant la loi n'était pas une priorité directe de la Gestapo. À Krefeld, seulement 8 Juifs furent arrêtés par la Gestapo en 1933, et 7 d'entre eux étaient des communistes actifs. La situation changea avec les lois de Nuremberg du 15 septembre 1935. Adoptées lors d'une session spéciale convoquée à Nuremberg, ces lois redéfinirent la citoyenneté allemande et criminalisèrent les relations entre juifs et non-juifs. À partir de ce moment, la Gestapo s'impliqua directement dans la persécution des juifs. Les lois établissaient une taxonomie du sang. Un juif complet était une personne ayant 3 grands-parents juifs ou plus. Les Mischling, métis, de premier degré avaient 2 grands-parents juifs et de second degré un seul. Les enfants issus de mariages mixtes avec ascendance juive perdaient la pleine citoyenneté, mais conservaient une certaine protection qui, paradoxalement, en sauverait beaucoup de la déportation plus tard. Le délit de Rassenschande, souillure de la race, criminalisait les relations sexuelles entre juifs et non-juifs. La Gestapo créa des sections spécialisées pour le détecter.
À Berlin, la Gestapo recruta des adolescents et des prostituées pour séduire des juifs et les piéger dans des situations sexuelles compromettantes. Entre 1935 et 1940, 1900 personnes furent condamnées pour ce délit. L'historien Robert Gelatelli, en étudiant les archives de Würzburg, démontra que 57% de ces cas avaient commencé par une dénonciation d'un citoyen allemand ordinaire. Sans la collaboration de la population, l'application de ces politiques aurait été pratiquement impossible. La nuit de cristal, la nuit du 9 au 10 novembre 1938, représenta un point de rupture. Tout commença le 7 novembre 1938, lorsque Herschel Greenspan, un réfugié juif allemand de 17 ans vivant à Paris, apprit que ses parents avaient été déportés de Hanovre vers la Pologne. Il se rendit à l'ambassade d'Allemagne avec un revolver. La première personne qu'il rencontra fut Ernst vom Rath, un fonctionnaire de rang inférieur. Il lui tira dessus 5 fois. 2 jours plus tard, vom Rath mourut de ses blessures. Goebbels nota dans son journal « Les actions ne seront pas interrompues. L'arrestation de 20 000 à 30 000 juifs est en préparation. » Heinrich Müller, chef de la Gestapo, envoya une circulaire aux bureaux locaux à 23h55 le 9 novembre, ordonnant aux agents de ne pas empêcher l'incendie des synagogues ni le vandalisme des magasins juifs, tout en devant toutefois empêcher le pillage indiscriminé. Heydrich, à 1h20 du matin, envoya des ordres plus détaillés. Les Juifs, en particulier les riches, devaient être arrêtés. Destination, les camps de concentration. Cette nuit-là, environ 91 Juifs furent assassinés, 30 000 arrêtés, environ 10 000 magasins détruits et des centaines de synagogues incendiées. Les estimations des dommages matériels, vitres brisées, biens détruits, propriétés incendiées, furent imposées aux Juifs sous la forme d'une amende de réparation. 1 milliard de Reichsmark que les Juifs allemands eux-mêmes durent payer. Certains Allemands ordinaires furent choqués. Un rapport d'activistes sociaux-démocrates clandestins indiquait que les mesures brutales prises contre les Juifs ont provoqué une grande indignation parmi la population et que dans les quartiers ouvriers circulaient des questions telles que « Où l'Allemagne va-t-elle si de telles méthodes sont utilisées ?» Mais la majorité des Allemands continua simplement à vivre leur vie. Les déportations systématiques commencèrent le 1er octobre 1941. À ce moment-là, il ne restait plus que 163 696 Juifs enregistrés en Allemagne. Les autres avaient émigré, avaient été assassinés ou avaient trouvé d'autres moyens de disparaître. Les premiers trains transportaient des Juifs vers les ghettos de Łódź, Riga et Minsk, puis vers les camps d'extermination de Bełżec et Auschwitz-Birkenau. Le processus de déportation révélait la bureaucratie de l'horreur dans toute son ampleur. Le RSHA de Berlin envoyait des instructions à la Gestapo locale. Les agents contactaient les dirigeants des communautés juives et leur demandaient d'établir des listes. Les Juifs désignés pour la déportation recevaient une lettre, parfois seulement 2 jours à l'avance, indiquant leur numéro d'identification et la date de présentation. Dans les bureaux de la communauté juive, ils signaient des déclarations reconnaissant être des ennemis de l'État et transféraient tous leurs biens au Reich. Leurs biens personnels étaient revendus aux enchères. Ils n'avaient droit qu'à une seule valise. Valérie Wolfenstein, fille d'un architecte juif berlinois, décrivit le processus. La personne recevait une lettre l'informant du jour où elle devait être prête. Elle devait faire la liste de toutes ses possessions et la remettre au bureau de la communauté juive à laquelle la Gestapo déléguait tout le travail préparatoire. Certains Juifs se cachèrent. On estime qu'environ 5000 Juifs se cachèrent en Allemagne pendant la guerre et en 1945, 1402 Juifs cachés furent retrouvés rien qu'à Berlin. Rolf Joseph, employé de l'usine I.J. Farben à Berlin, décida de se cacher à l'été 1942 pour échapper à la déportation. Pendant les 4 premiers mois, nous n'avions pas de refuge, se souvenait-il. Des centaines d'illégaux, comme nous nous appelions, vivaient ainsi. Nous prenions les tramways ou le métro tard dans la nuit, toujours avec la peur d'être contrôlés. Nous passions des nuits dans les parcs et les forêts et, quand le temps était très mauvais, dans les toilettes de la gare. Lorsque Rolf fut finalement arrêté, la Gestapo insista pour savoir où il vivait. Il répondit qu'il n'avait pas de domicile.
Personne ne le crut. On m'emmena dans un sous-sol, on m'attacha les mains et les pieds, on me fixa à une caisse en bois et on me donna 25 coups de fouet sur les fesses nues. Je devais compter chaque coup. Le cas le plus extraordinaire de résistance collective aux déportations eut lieu le 27 février 1943. Les autorités nazies annoncèrent que tous les Juifs restants seraient déportés. Environ 200 épouses allemandes aryennes d'hommes juifs se rassemblèrent spontanément devant les bureaux de la communauté juive de la Rosenstraße à Berlin. Elles ne cessaient de crier « Rendez-nous nos maris !» Pendant une semaine, la protestation grandit. Jusqu'à 1000 femmes se rassemblèrent. Le 6 mars 1943, Joseph Goebbels, Gauleiter nazi de Berlin, prit la décision de libérer les 1700 juifs mariés à des non-juifs détenus dans le bâtiment. On craignait l'impact sur l'opinion publique. Le courage de ces femmes sauva leurs maris. Sur les 525 000 juifs vivant en Allemagne, en 1933, entre 134 000 et 160 000 furent déportés et assassinés pendant la Shoah. La majorité des survivants faisaient partie de mariages mixtes où étaient leurs enfants. La Gestapo à Vienne, le cas autrichien. Le 12 mars 1938, les troupes allemandes franchirent la frontière autrichienne. Le lendemain, le 13 mars, Adolf Hitler entra à Vienne sous les acclamations de foules immenses. L'Anschluss, l'annexion de l'Autriche au Reich, fut célébrée par des centaines de milliers de Viennois dans les rues. Pour les Juifs de Vienne, cela signifia le terrorisme immédiat. Dans la nuit du 11 mars, alors que l'invasion n'était pas encore achevée, des groupes de Viennois antisémites forçaient déjà des Juifs à nettoyer les rues à genoux, utilisant leurs propres manteaux de fourrure comme chiffon, tandis que des groupes de spectateurs applaudissaient. Ce fut une explosion d'antisémitisme de rue qui surprit même certains nazis allemands par son intensité et sa spontanéité. La Gestapo à Vienne s'installa dans l'hôtel métropole de la Morsienplatz, un élégant bâtiment néo-gothique construit en 1873 qui avait auparavant été l'un des hôtels de luxe de la ville. Avec un effectif dépassant 900 personnes, la Gestapo Leitstelle Vienne, le siège régional de Vienne, devint le plus grand bureau de la Gestapo du Reich, après Berlin, plus grand même que celui de Prague. Son champ de compétences couvrait plus de 3,5 millions de personnes, les provinces de Vienne, de Basse-Autriche et du nord du Burgenland, ainsi que les parties incorporées de Tchécoslovaquie. La Gestapo de Vienne procéda à environ 50 000 arrestations entre 1938 et 1945. Ces détenus étaient régulièrement soumis à des interrogatoires brutaux et à la torture avant d'être envoyés dans des camps de concentration ou remis aux tribunaux. Franz Joseph Huber, né en 1902 à Mitterfels en Bavière, devint chef de la Gestapo de Vienne en 1938. Il étudia le droit à Munich et obtint un doctorat. Il avait rejoint les SS et le parti nazi sous la République de Weimar. Karl Ebner, son adjoint à partir de 1942, était viennois, né en 1894 et également avocat. Ces deux hommes dirigèrent la Gestapo de Vienne pendant toute la guerre. Ce qui distinguait la Gestapo de Vienne de ses équivalents dans d'autres villes était l'ampleur du problème juif qu'elle héritait. Avant l'Anschluss, Vienne abritait la plus grande communauté juive germanophone d'Europe, 176 034 personnes, soit 9,4% de la population totale de la ville. Adolf Eichmann fut envoyé à Vienne en août 1938 pour établir le Bureau central pour l'émigration juive, qui organisa en quelques mois l'expulsion forcée de 50 000 juifs autrichiens, un rythme de déportation qui servit de modèle pour la suite en Europe. La violence contre les juifs viennois commença immédiatement, avec une férocité qui impressionna même au sein de l'appareil nazi lui-même. Entre le 13 et le 15 mars 1938, dans les jours immédiatement suivant l'Anschluss, des actes de violence se produisirent à Vienne que les SS de Berlin décrivirent en interne comme des excès difficiles à justifier. Le premier grand transport d'Autrichiens vers Dachau partit le 1er avril 1938. Ces passagers étaient principalement d'anciens fonctionnaires de l'Empire austro-hongrois, des politiciens sociaux-démocrates et chrétiens sociaux, des aristocrates liés à l'Ancien Régime, ainsi que des personnalités juives importantes. Parmi eux, l'ancien chancelier fédéral Kurt Schuschnigg, qui passera les années suivantes en isolement.
L'hôtel Métropole, siège de la Gestapo, fut en lui-même un lieu de terreur quotidienne. Son sous-sol abritait des cellules d'interrogatoire où les détenus étaient systématiquement torturés. Les Verschärfte-Vernehmung, interrogatoires renforcés, euphémisme officiel pour la torture, comprenaient des passages à tabac prolongés, le balancement, où la victime était suspendue par les mains attachées dans le dos, ainsi que la noyade dans l'eau. Les archives d'après-guerre des procès du tribunal du peuple de Vienne documentent des dizaines de témoignages sur ces pratiques. La Gestapo de Vienne déploya également un vaste réseau d'informateurs. Hans Schafranek, historien ayant étudié en détail ces archives, a documenté comment l'infiltration d'agents clandestins détruisit pratiquement tous les réseaux de résistance organisés à Vienne. Les méthodes incluaient le recrutement sous contrainte de prisonniers qui préféraient devenir informateurs plutôt que d'être envoyés en camp de concentration, ainsi que l'infiltration d'agents se présentant comme résistants pour gagner la confiance des groupes. La Gestapo de Vienne joua aussi un rôle direct et crucial dans les déportations de Juifs. Contrairement à ce qui a été souligné dans certaines publications, la Centrale Eichmann n'était pas seule responsable. Le rôle de Huber et Ebner dans la planification et l'exécution des déportations fut décisif. Dans une initiative que les chercheurs appellent « rinsurance », réassurance, Huber et Ebner cultivèrent délibérément la gratitude de certains détenus influents issus du milieu catholique conservateur en leur accordant un traitement relativement plus favorable. Après la guerre, ces survivants favorisés témoignèrent en faveur de leurs anciens geôliers lors des procès. Cette stratégie fonctionna. Huber et Ebner évitèrent tous deux des condamnations sévères. L'hôtel Métropole fut détruit par les bombardements alliés en 1945. Aujourd'hui, un monument aux victimes de la Gestapo de Vienne se trouve à son emplacement. La fin du Reich, les derniers jours de la Gestapo. Dans l'après-midi du 23 avril 1945, Berlin, devenue capitale du Troisième Reich, était en flammes sous les tirs soviétiques. Heinrich Müller, chef de la Gestapo, descendit dans le bunker sous la chancellerie du Reich pour l'une des dernières enquêtes de sa carrière. Hitler était convaincu que quelqu'un fuyait des informations aux Alliés. Müller identifia le principal suspect, le général SS Hermann Fegelein, beau-frère de Eva Braun et proche collaborateur de Heinrich Himmler. Fegelein avait manqué 6 des dernières réunions militaires dans le bunker. Il fut localisé, arrêté, interrogé et avoua. Le 28 avril, il fut exécuté dans le jardin de la chancellerie. Ce fut la dernière enquête officielle de la Gestapo. Müller fut vu vivant pour la dernière fois le 2 mai 1945. Puis il disparut. En 1963, les autorités ouest-allemandes exhumèrent un cercueil qui lui était attribué dans un cimetière de Berlin. L'examen médico-légal révéla que le cercueil contenait les restes de 3 individus. Aucun n'était Müller. Ce qui lui est arrivé ensuite reste un mystère non résolu. Simon Wiesenthal était convaincu qu'il avait vécu sous une fausse identité pendant des décennies, probablement en Union soviétique ou en Amérique du Sud. Il ne fut jamais retrouvé, jamais jugé. Heinrich Himmler, architecte du système de terreur, tenta de négocier avec les Alliés dans le dos d'Hitler. Lorsque le Führer l'apprit, il entra dans une colère explosive contre l'un de ses plus proches collaborateurs. Heinrich Himmler s'enfuit avec de faux papiers d'identité sous le nom de Heinrich Hitzinger. Il se rasa la moustache, enfila des vêtements civils, enleva ses lunettes et se banda l'œil gauche. À un contrôle routier près de Bremervörde, il fut capturé par des troupes britanniques. Lorsqu'un médecin l'examina, il mordit une capsule de cyanure. Il mourut 5 minutes plus tard. L'homme qui avait créé le système de terreur nazi échappa ainsi à la justice. Adolf Eichmann, qui se trouvait en Autriche à la fin de la guerre, fut brièvement interné dans un camp américain, mais parvint à s'échapper. En 1952, il se trouvait en Argentine sous le nom de Ricardo Clément, employé dans une usine Mercedes-Benz à Buenos Aires. Sa femme et ses enfants vinrent d'Allemagne de l'Ouest le rejoindre sans éveiller de soupçons. Il vécut ainsi jusqu'au 11 mai 1960, lorsqu'une équipe de 8 agents du service secret israélien l'arrêta et le transféra en Israël pour y être jugé. Le procès d'Adolf Eichmann commença le 11 avril 1961 à Jérusalem et dura plusieurs mois.
Il s'agissait du plus haut responsable administratif de la Gestapo à être jugé depuis les procès de Nuremberg. 112 témoins déposèrent, parmi lesquels de nombreuses victimes de la Shoah. Hannah Arendt, qui couvrit le procès, résuma la normalité dérangeante d'Eichmann par une formule devenue immortelle, la banalité du mal. Eichmann n'était pas un monstre. C'était un bureaucrate qui apportait son sandwich au travail, jouait avec ses enfants le soir et attendait avec impatience les vacances d'été en famille. Il admit avoir organisé la déportation des Juifs, mais ne ressentait aucune responsabilité personnelle quant aux conséquences. « Mes supérieurs étaient les véritables criminels », répétait-il. Le 12 décembre 1961, il fut déclaré coupable. Le 31 mai 1962, il fut pendu à minuit. Les procès de Nuremberg et le scandale de l'impunité. Le tribunal militaire international de Nuremberg commença ses audiences le 14 novembre 1945. Il y eut 403 audiences publiques présidées par le juge britannique Sir Geoffrey Lawrence. Parmi les procès figurait celui de la Gestapo en tant qu'organisation criminelle aux côtés des SS et du SD. Hermann Göring, créateur de la Gestapo prussienne, devint l'un des 22 principaux accusés. Rudolf Merkel, l'avocat de la défense de la Gestapo, élabora une plaidoirie sophistiquée. Il soutenait que l'organisation était fondamentalement une institution d'État respectant le droit allemand. Ses agents étaient des policiers de carrière obéissant aux ordres. Le concept de culpabilité collective était incompatible avec les principes juridiques allemands. Il remit aussi en cause les mythes. Avec seulement 15 000 à 16 000 agents, la Gestapo n'avait jamais pu surveiller toute la population allemande. La majorité de ses membres étaient des policiers professionnels de l'époque de Weimar, et non des fanatiques nazis. Le 30 septembre 1946, le verdict déclara la Gestapo organisation criminelle. Ses agents avaient arrêté et interrogé des personnes envoyées ensuite dans des camps de concentration. Ils avaient persécuté systématiquement les communistes, les groupes religieux et les juifs. Ils avaient maltraité et assassiné des prisonniers de guerre et des travailleurs étrangers. Beaucoup avaient participé directement à des massacres en Union soviétique. Mais le verdict comportait une faille que les avocats de la défense exploiteraient pendant des décennies. Ils ne déclaraient la Gestapo criminelle qu'à partir du début de la Seconde Guerre mondiale. Cela excluait la possibilité de poursuivre les agents pour des crimes commis avant 1939. 12 des 22 accusés furent condamnés à mort. Göring se suicida au cyanure le 16 octobre 1946, le jour de son exécution prévue. Wilhelm Frick, le ministre de l'Intérieur qui avait tenté en vain de limiter Himmler pendant des années, fut pendu. Ce qui suivit devint un scandale historique de proportions colossales. Les tribunaux de dénazification, les Spruchkammer, fonctionnèrent de manière chaotique et d'une indulgence extraordinaire. Les 5 catégories de culpabilité allaient des grands criminels aux exonérés. Sur la base du verdict de Nuremberg, tous les agents de la Gestapo auraient dû être classés comme grands criminels. Cela n'arriva jamais. Dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui comptait 4 millions d'habitants, seuls 90 anciens nazis furent placés dans les 2 catégories supérieures. Le processus devint une plaisanterie amère, le certificat Persil-Schein, en référence au célèbre détergent censé rendre le linge plus blanc que blanc. Les candidats réunissaient des témoignages de personnes qu'ils avaient bien traitées pendant les interrogatoires et les dossiers policiers de 12 ans disparaissaient simplement. La majorité des agents de la Gestapo furent classés comme exonérés et retrouvèrent leur généreuse pension publique. Otto Diels, agent de la Gestapo de Krefeld ayant servi entre 1934 et 1945, rassembla d'impressionnantes lettres de recommandation de collègues et de secrétaires qui le décrivaient comme un homme charmant et très professionnel. Mais 15 victimes racontèrent une autre histoire. Irmgard Mendling, témoin de Jéhovah, décrivit la violente brutalité que Diels lui infligea. Karl Lummers, typographe communiste, affirma avoir reçu des coups et des coups de pied répétés. Joseph Ritting, arrêté en 1935 pour distribution de tracts communistes, décrivit comment Diels le frappa au visage, l'attaqua avec un pied de chaise et lui donna de violents coups de pied alors qu'il avait les pieds attachés jusqu'à perdre connaissance.
Il comparut au tribunal en fauteuil roulant. Le 27 mai 1949, Diel fut condamné à 2 ans et 7 mois de prison, avec déduction du temps déjà passé en internement. Le 13 juin 1950, il fut libéré. Il fut classé comme exonéré et reçut sa pension complète. Karl Loeffler, ancien chef de la section juive de la Gestapo de Cologne, responsable de l'organisation des déportations vers les camps de la mort, parvint à faire réduire sa catégorie de dénazification de criminels mineurs à exonérés grâce aux témoignages de personnes qu'il avait interrogées, parmi elles des prêtres, des socialistes et des juifs. Il se plaignit d'avoir reçu son salaire le plus élevé pendant la période de ses activités criminelles les plus intenses, lorsqu'il organisait les déportations, et estima que sa pension devait être calculée sur cette base. En 1956, le gouvernement de Rhénanie du Nord-Westphalie lui accorda la pension complète. On estime qu'environ 50% des anciens agents de la Gestapo furent réintégrés dans la fonction publique de la République fédérale d'Allemagne. La plupart des hauts fonctionnaires diplômés en droit reprirent leur carrière comme avocats privés. En 1950, 120 000 fonctionnaires de l'État nazi, dont de nombreux agents de la Gestapo, avaient été réhabilités en vertu de l'article 131 de la loi fondamentale de la République fédérale. Les procès les plus sérieux durent attendre des décennies. Le procès d'Auschwitz à Francfort, qui commença le 20 décembre 1963, et se termina le 19 août 1965, fut le plus grand procès pour crimes de guerre tenu en Allemagne de l'Ouest. 359 témoins déposèrent, parmi lesquels 248 survivants d'Auschwitz. Il dura 183 jours. Le procureur Fritz Bauer, lui-même juif, persécuté par la Gestapo en 1933, exilé au Danemark, revenu en Allemagne après la guerre, fut la force motrice du procès. Bauer découvrit qu'Eichmann vivait en Argentine et, comprenant que les autorités allemandes n'agirèrent pas, transmit l'information au Mossad israélien. Le cas de l'officier de la Gestapo Wilhelm Boger, qui avait dirigé à partir de 1942 le département politique d'Auschwitz, illustrait la nature de la terreur dans les camps. Madame Braun, témoin de l'accusation, décrivit ces techniques de torture. Les prisonniers étaient déshabillés et menottés à une barre de fer suspendue au plafond. Un gardien les poussait jusqu'à ce qu'ils décrivent un arc lent, tandis que Boger posait des questions, d'abord calmement, puis en criant. À chaque retour du balancement, un autre gardien armé d'une barre de fer frappait la victime aux fesses. Pendant que le balancement continuait et que les gémissements s'affaiblissaient, on les réanimait pour que les cris continuent, et que les coups ne s'interrompent pas jusqu'à ce qu'il ne reste devant eux qu'une masse de chair ensanglantée. La plupart mouraient durant la torture. Boger fut condamné à la prison à perpétuité. Werner Best, brillant juriste qui avait été l'idéologue de la Gestapo, puis gouverneur nazi du Danemark, fut condamné à mort au Danemark en 1948. Il ne fut jamais exécuté. Il fut libéré en 1951 et retourna en Allemagne de l'Ouest. En 1958, un tribunal lui ordonna de payer une amende de 70 000 marks. À ce moment-là, il travaillait comme conseiller juridique bien rémunéré dans l'entreprise Steens. En 1972, les autorités allemandes suspendirent sa procédure pour mauvaise santé. Il ne fut jamais jugé. Il mourut le 23 juin 1989, sans avoir répondu de ses crimes. Otto Bovensiepen, chef de la Gestapo à Berlin, qui organisa la déportation de 40 000 juifs berlinois entre 1940 et 1943, obtint après la guerre un emploi bien rémunéré dans une compagnie d'assurance en Allemagne de l'Ouest, jusqu'à devenir directeur général. Son procès commença en décembre 1969. Il fit une crise cardiaque. Il fut déclaré inapte à subir un procès. La procédure fut suspendue en novembre 1971. Il vécut encore 8 années dans le confort et mourut en 1979. La Gestapo non plus n'a pas payé. L'héritage. Qu'était exactement la Gestapo? Les recherches historiques des dernières décennies ont simultanément démantelé plusieurs mythes. La Gestapo n'était pas l'organisation omniprésente et infaillible que la propagande nazie diffusait et que l'imaginaire collectif a répété pendant des décennies.
C'était une organisation de petite taille, aux moyens limités, qui dépendait dans une large mesure des dénonciations de la population pour fonctionner. Ces agents, pour la plupart, n'étaient pas des fanatiques idéologiques, mais des fonctionnaires de carrière, des policiers professionnels formés avant 1933, qui se sont adaptés de manière pragmatique aux exigences du nouveau régime. Mais le démantèlement de ce mythe comporte un risque, relativiser la responsabilité individuelle et collective. Les cas individuels montrent que la Gestapo traitait avec une indulgence surprenante les citoyens ordinaires dénoncés pour des comportements mineurs. Cela est vrai. Et en même temps, il est également vrai que cette même organisation torturait des communistes, envoyait des témoins de Jéhovah dans des camps de concentration pour avoir refusé de renier leur foi, organisait avec une bureaucratie minutieuse la déportation de centaines de milliers de juifs vers la mort et exécutait des personnes pour avoir écouté la radio étrangère. La Gestapo était d'une brutalité sélective. La terreur était appliquée avec précision sur les groupes définis comme ennemis, communistes, juifs, témoins de Jéhovah, résistants actifs, et avec une relative modération sur les citoyens ordinaires qui commettaient des infractions mineures au code de conduite du régime. Cette sélectivité était délibérée. C'était la condition permettant à l'organisation de maintenir la collaboration des citoyens bons dont elle avait besoin pour surveiller les mauvais. Robert Gelatelli a résumé la conclusion fondamentale de ses recherches dans les archives de Würzburg. Sans la collaboration active de la population générale, il aurait été presque impossible pour la Gestapo de mettre en œuvre les politiques raciales antisémites. La question que cela pose n'est donc pas seulement ce que la Gestapo a fait. La question est de savoir quel type de société produit un système où les citoyens dénoncent leurs voisins pour régler des conflits personnels, où les collègues dénoncent leurs collègues pour des remarques à la cantine, où les maris dénoncent leurs femmes et les femmes leurs maris, où un homme de 73 ans est pendu pour avoir écrit à la craie dans une cabine de toilette. Les victimes de la Gestapo n'étaient pas des abstractions. Elles étaient le pasteur Paul Schneider, assassiné à l'infirmerie de Buchenwald par 5 injections létales de strophantine en juillet 1939 pour avoir refusé d'abandonner sa paroisse. Elles étaient Walter Husemann, qui écrivit à son père le jour de son exécution en mai 1943 « Je meurs comme j'ai vécu en combattant ». Elles étaient Hélène Krabs, envoyée enceinte à Auschwitz en décembre 1942 pour avoir hébergé pendant 3 jours une cousine juive qui s'était échappée du ghetto de Riga. Elles étaient les 1493 prêtres encore présents au camp de concentration de Dachau le 15 mars 1945, 261 Allemands, 791 Polonais, 122 Français, 64 Autrichiens, 38 Néerlandais, 34 Belges, 29 Italiens. Les auteurs n'étaient pas non plus des abstractions. Ils étaient Heinrich Müller, qui déjeunait souvent à l'hôtel Adlon avec Heydrich en discutant de cas d'espionnage. Il était Werner Best, qui après la guerre travailla comme conseiller juridique pour une grande entreprise allemande. Il était Karl Loeffler, qui perçut sa pension complète pendant des années pour les mérites accumulés en organisant des déportations. La question que pose l'histoire de la Gestapo et qui n'a pas de réponse facile est la même que celle formulée par le poème de Martin Niemöller. Lorsque des systèmes sont construits sur la normalité de la terreur, lorsque la dénonciation devient une vertu civique, lorsque la complicité est plus confortable que le courage, la responsabilité n'appartient pas seulement à ceux qui ont signé les décrets ou administré les prisons. Elle appartient aussi à tous ceux qui ont détourné le regard et à tous ceux qui, par leurs petites décisions quotidiennes, ont maintenu le système en fonctionnement. La Gestapo n'est pas tombée du ciel. Elle a grandi par le bas.